cela, faire de la grammaire, c'est de la grammaire de la compréhension, et c'est rendre hommage à ce que nous sommes, des êtres de réflexion et des êtres du pourquoi. Et ils l'ont démontré en s'inspirant de l'enseignement de l'anglais, et notamment dans les travaux de l'Institut Charles. Mais ce qu'ils disent est encore plus flagrant quand on s'appuie sur une langue qui est assez éloignée dans ses structures des langues occidentales auxquelles on fait régulièrement référence. Mon illustration va se baser sur des exemples qui sont tirés de ma pratique d'enseignante du Swahili à l'UNACO, mais j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais plutôt vous présenter des exemples qui posent problème. Je ne sais pas si j'aurai le temps d'expliciter comment j'essaie de vivre. Alors, dans son plaidoyer pour le retour à un enseignement de la grammaire, Wilfried Roger en 2014 écrit « La grammaire est une ouverture à une autre façon de penser la langue et de voir le monde. C'est être au monde, c'est être un être cognitif, c'est œuvrer au développement d'aptitudes intellectuelles. Bref, la grammaire enseigne aussi l'humain. » On est loin, dans ce plaidoyer, de la grammaire comme marque de distinction sociale, et j'emploie le terme distinction comme à la façon de Bourdieu. On est à l'opposé de la conception élitiste des règles de bon usage. On se situe plutôt dans un exercice de réflexion, à l'introduction d'une culture avec un petit goût, je dirais, pour le transformisme. Comme dans un jeu de rôle, quand on parle une autre langue, on se construit une autre identité. Un de mes étudiants, par exemple, m'affirme régulièrement qu'il est tanzanien. D'autres apprenants sont motivés par des débouchés professionnels, des situations où ils auront à argumenter, à négocier. Ça ne change rien à la mission de l'enseignant. Parce que l'enseignant, il sait de toute façon qu'il n'est qu'un initiateur. Et que son rôle, ça va être plutôt de pourvoir à un envol. Et pour une langue comme le Swahili, j'ai vraiment des difficultés à aborder la grammaire de façon implicite. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer. Ça ne signifie pas que je ne m'interroge pas sur l'acquisition des automatismes, je leur en parle, je leur parle du code et de la conduite. Je vous donne ce genre d'image. Mais je vois mal comment se passer d'outils qui permettent d'alléger la charge cognitive. Alors, je vous présenterai un plan qui n'est pas très bien fichu, mais je vais vous plaider. Du côté de l'enseignant et du côté de l'apprenant. C'est en cherchant, par exemple, à répondre à des questions que les étudiants me posaient sur le fonctionnement des extensions verbales en Swahili, que j'ai été obligée de me pencher sur une autre linguistique que je pratiquais sans le savoir, un peu à la façon de M. Jourdain. Je me suis retrouvée avec ces premières lunettes, ce premier outil, dans une impasse, puisque ce que j'avais pris comme hypothèse de départ se retrouvait contredit à l'arrivée. Et il fallait que je trouve une autre approche. J'ai cherché. On m'a présenté celle de Culioli, qui m'a interpellée parce qu'elle intègre la culture aussi, que ça faisait partie des choses qui étaient importantes à mon goût. Donc ma démarche, elle résulte d'une demande des étudiants qui, contrairement à ce qu'ils annoncent quand ils arrivent, je ne veux pas faire de grammaire, finalement se retrouvent de fait à poser en permanence des questions métalinguistiques. Et aussi parce que j'ai eu une expérience d'apprenante malheureuse, qui est celle de l'anglais, où il y a une culture dans l'enseignement de l'anglais qui fait que la grammaire est plutôt camouflée, je dirais, pas très explicite, et moi ça m'a mise dans la difficulté. Moi j'essaye avec mes étudiants de donner du sens du coup, avec cette ambiance, je ne veux pas de la grammaire, mais finalement venir 3 semaines après me dire « Madame, donnez-nous des cours de grammaire », puisque ça c'est aussi du vécu.
cette façon de dire avec la grammaire, parce qu'on peut tout entendre hein, derrière le thème de grammaire, et en France, il y a quand même un héritage du terme qui fait que l'aspect débarbatif est d'abord ce qui vient à l'esprit. J'essaye de redonner du sens à cet apprentissage en essayant de montrer en quoi elle peut servir à faire moins d'efforts et à faire comprendre qu'elle permettra de continuer à apprendre en dehors de la classe quand on va se retrouver dans une situation d'immersion. Et elle est aussi indispensable, une certaine manière en tout cas, pour aborder des constructions syntaxiques qui ne se pensent pas du tout comme en français, et qu'une traduction linéaire ne rend pas non plus. C'est incompréhensible, même si j'essaye de traduire les mises en relation des mots. Enfin, si j'essaye de les traduire. Je vais essayer de les traduire, mais pas par un raisonnement linéaire. C'est un peu ça la différence. Comment j'essaye de donner du sens à la discipline? Ça commence dès le premier cours, où je propose aux étudiants de travailler sur les engagements qu'ils prennent par rapport à eux-mêmes, et où il y a plusieurs questions de réflexion sur mes méthodes. Donc, parmi ces réflexions, il y a qu'est-ce que la grammaire? C'est un moment où vont sortir tous les préjugés, tous les a priori, ou tous les aspects positifs. Je les encourage à faire un croquis sur une espèce d'affiche qu'ils commentent ensuite au reste de la classe, qui permet d'échanger déjà, de dégonfler un petit peu les a priori, et de repartir sur des bases où j'essaye de dire, mais attendez, c'est pas la règle qui est tellement intéressante, c'est ce que j'ai envie de dire qui est important. Je leur demande aussi, toujours en première année, de systématiser leur observation en travaillant en classe inversée et en leur demandant d'observer à partir de bandes dessinées, c'est-à-dire de faire une mise en relation entre une situation d'énonciation et des énoncés, et en fur et à mesure qu'ils avancent chaque semaine, de comparer, enfin d'essayer de jouer à Champollion, comme je l'ai dit quelquefois. C'est aussi une façon de d'essayer de structurer une autonomie, d'essayer de leur montrer qu'on peut, je vais vous le montrer, c'est-à-dire commencer par des choses qui sont très immédiates pour que ça prenne du sens. Et ensuite, on apprend une langue parce qu'on se projette, comme on rêve, je ferai ça, je ferai ça. On s'imagine dans des situations, on se représente des situations où on sera au milieu de personnes qui parlent la langue. Et donc, j'essaye aussi de parler de la subjectivité, de comment on va, à travers l'énoncé en swahili, pour dire sa subjectivité, on utilise deux formes grammaticales. C'est pas des mots, c'est pas d'autres mots qu'il faut employer, c'est des structures grammaticales. Et un outil pour se projeter comme acteur social. C'est-à-dire, et je reviens à ce qui était présenté tout à l'heure pour le milieu de Daniel, à l'expression des acteurs. Alors, voilà un exemple d'un petit jeu qui, plutôt que de s'appuyer, puisque j'ai deux types d'étudiants, des étudiantes qui sont forts, qui sont à bac plus 4 et qui sont très rapides dans la conceptualisation, et puis j'ai des primo-entrants qui ne font pas, pour certains, pas la différence entre un nom et un verbe. Et il faut que j'arrive à m'en sortir avec ça. Donc une des solutions a été de transformer le classique découpage morphologique par un jeu, où il y a un code couleur qui permet de reconstruire ce qui correspond en fait à une segmentation morphologique. Donc ils font ça en groupe, chaque équipe doit produire le plus de traces possible, etc. Et les codes couleurs augmentent la difficulté. Un autre exemple qui est aussi... je m'excuse, je suis passée du Mac au PC, alors tout se promène. Un exemple aussi, c'est...
ça c'est plutôt en deuxième année, où je leur demande de construire des mots, d'inventer des mots. Pourquoi? Parce que c'est ce que j'ai fait moi quand j'étais débutante en swahili, je prenais de l'anglais, puis je mettais des désignances qui ressemblent à du swahili, comme vous faites quand vous faites de l'espagnol ou de l'italien à partir du français. C'est un jeu qui plaît énormément, mais ils aperçoivent à travers. On parle aussi comment on construit les mots, hein, tout ça, il y a des explications derrière. Mais regardez, je vous ai mis un seul exemple qui va vous amuser, c'est Ibnafs, qui vient de l'arabe, qui veut dire quant à moi, qui est formé de avec, et puis un terme qui veut dire âme, esprit, etc. Et en swahili, on en fabrique un autre terme avec toutes les possibilités de la langue swahili. Et Binafsisha veut dire privatiser. Et Binafsisha dit une privatisation. Donc ça peut être un mot déjà construit, ça peut être une locution, ça peut être n'importe quoi. Et ça peut permettre une construction. Donc j'essaye de jouer avec eux à ces constructions-là. J'essaye aussi d'aborder ensuite alors, une fois qu'on a un peu travaillé ces choses-là, on passe à des questions sur l'agencement des mots, comment les mots se mettent en relation avec les uns et les autres. Et je suis bien obligée de parler des propriétés des mots quand j'ai quelque chose comme le sucre. Sukal imengi asisizi, le sucre est infesté de fourmis, ça c'est la traduction finale en français, mais en fait ce qui est dit en swahili c'est le sucre. Il est entré. L'impression première, c'est d'être interloqué et de se dire le sucre, il est entré fourmi. C'est-à-dire que là, en swahili, pour marquer un état absolu, je dirais, on a inversé ce qui se fait actuellement, dans l'ordre des mots, ce qui se fait habituellement entre l'agent et le passif. J'aborde pas ça avant la troisième année, hein, c'est pas quelque chose. Il a bien fallu qu'avant, ils aient des outils pour penser les mises en relation, non plus par de la traduction, mais comme de représentation. Alors on parle souvent de quel cinéma tu te fais dans ta tête pendant le cours, pour voir comment il se représente les choses. On a la même chose avec des structures, avec le locatif en possession sujet. Par exemple ici, le pas qui est en rouge, c'est un locatif, il est en possession sujet, et comme dans l'exemple précédent, c'est pas la Somalie qui est morte, c'est bien les gens. On a aussi, bon, je vais peut-être passer rapidement sur celui-là, parce que c'est le coup qui est aussi un locatif, mais employé ici, à la fois locatif, à la fois temps, un exemple aussi qui montre les distances qu'il y a à vouloir essayer de traduire de façon linéaire, c'est cet exemple-là, Magi ou qui veut dire si tu t'es déshabillé, mise en relation avec eau, alors il faut que tu te laves. Je dis mise en relation, et en fait, si on veut faire une traduction en français, on est obligé d'expliciter, d'aller au-delà de ce qui est dit, et de traduire. Si tu t'es déshabillé dans l'intention d'utiliser l'eau, il faut que tu te laves avec. Quand tu as commencé quelque chose, il faut aller jusqu'au bout. Le sens final. Et comment voulez-vous que j'explique déjà, ça pose des questions sur ce que c'est que la traduction. Ça, c'est le fait qu'on voit en troisième année. Mais si on arrive à se représenter l'applicatif de cette façon-là, avec un schéma, on va pouvoir s'adapter à pas mal de situations. Voilà. Maintenant, pour se positionner comme acteur social, il y a les petits mots comme il paraît que, éthique, qui vont dire il paraît que moi je suis pas sûre de ce que j'annonce. Ou bien l'habituel. Il y a un texte swahili de la fin du 19e siècle, c'est quelqu'un qui s'est promené en Russie à la fin du 19e siècle, et il n'est pas très gentil vis-à-vis des Russes. Et les Russes sont sales, les Russes boivent du thé tout le temps, les chauffeurs de taxi sont des roublards, tout ce que vous connaissez dans un autre contexte. Et pour dire ça, il prend l'habituel. C'est-à-dire, c'est pas moi qui le dis vraiment, c'est tout le monde qui le dit. Il y a une espèce, quand on le perçoit comme ça, une espèce de clin d'œil
enfin, une distance par rapport à ce qui est dit. Ou dire, vous êtes d'accord avec moi, je suis donc politiquement correct. On peut aussi l'interpréter de cette façon-là. Un outil pour exprimer sa subjectivité, ben, si vous changez de classe, vous allez mettre un diminutif. C'est-à-dire que ici, kitazame hiki kifedoli, kisikiliza kinataka kufanya nini, kinasema kinataka kwenda kuona mambo yatokea ulimwenguni. Si je le remets en classe 1, la classe des habituels, ça n'a plus la classe des êtres animés, ça c'est complètement neutre. Alors que ici, dans la traduction, j'étais obligée de chercher des termes péjoratifs en français pour traduire ce qui est le petit... Merdeux. Et par exemple, bon, je vais laisser celui-là, pour exprimer ces sensations et des sentiments, on va avoir des constructions où ici, on a quelque chose, un verbe. Et c'est là que je me suis retrouvée coincée quand je suis passée de la linguistique descriptive et que je me suis retrouvée. On a un verbe qui est intransitif, couler, mais ici il est transitif. Alors il fallait bien prendre d'autres lunettes quand on arrivait avec ça. Il fallait bien se positionner autrement. Et je dis se positionner, je dirais raisonner un petit peu en face. On a une mise en relation des termes, c'est exactement ça. Et ici, on a une relation, on a trois types de relations dans cet exemple-là. On a une construction passive sur un verbe qui est intransitif, si on raisonne en termes de transitivité. Les termes qui sont mis en relation, ils sont en relation d'inclusion, la partie le tout. Et le tout est affecté par la partie. Alors il y a des degrés. Là, je vous ai pris le plus grand degré. C'est-à-dire qu'un verbe qui va signifier que les larmes ont coulé, mais elles ont coulé, m'ont affecté. Et je veux dire, on a dans cet exemple-là encore l'inversion entre celui qui est habituellement agent et celui parce que les larmes, c'est pas agentif. Enfin, mais ici, oui. Et c'est aussi en conformité avec ce qui se pense dans la culture swahili, à savoir que dire ses sentiments, exprimer de façon explosive, je dirais, de façon virulente, un affect, c'est pas très bien voulu. Mais comme là, c'est pas très bien, c'est pas contrôlé, ça passe. On arrive à le dire. Donc on voit aussi que ce type de construction s'insère aussi dans une façon, dans quelque chose de culturel. Et donc je trouve que quand on travaille comme ça, on s'abstrait de traduction trop linéaire et on fait rentrer dans l'intérieur, presque dans la pensée des gens et la construction des langues, du sens dans la tête. J'ai fini.